Bon week-end à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre première édition et on commence par des révélations choquantes. Compatriotes, pendant que les sangs des innocents continuent d'écouler à l'est de notre pays, pendant que nos villages brûlent et que nos enfants dorment dans la brousse, les Rwandais osent encore nier toute implication dans la tragédie congolaise. Pourtant, les masques tombent un à un. Le vendredi, sur le plateau des JT TV5 Monde, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a déclaré sans détour que le M23 est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier les Tutsis marginalisés, persécutés pendant plusieurs années. Cette phrase, anodine pour certains, est en réalité un aveu politique majeur. Le Rwanda reconnaît enfin que le M23 n'est pas un mouvement national congolais, mais un instrument ethnique façonné pour servir les intérêts d'un autre pays. Depuis des années, Kigali finance, arme et dirige cette rébellion camouflée sous le prétexte de la défense des Tutsis congolais. Mais la vérité est claire, c'est un projet expansionniste, un plan de déstabilisation savamment orchestré pour piller nos richesses et affaiblir la RDC. Comme l'a si bien résumé Adrien Mutabazi, expert régional, le Rwanda n'avait jamais été aussi clair et précis sur ce conflit. En affirmant que les M23 ne comptent que les Tutsis marginalisés, tout est désormais clair. Ceux qui disent congolais et se battent aux côtés du M23 doivent désormais ouvrir les yeux. Ils ont été trompés, utilisés et manipulés. Le moment est venu, compatriotes, de rejeter toute illusion des rébellions patriotiques manipulées par de mains étrangères. Le M23 n'est pas un mouvement congolais, il est l'outil du Rwanda, une arme contre notre souveraineté. La République démocratique du Congo n'a qu'un seul drapeau, une seule armée, les FARDC, et un seul peuple uni autour de la patrie. Ceux qui continuent de collaborer avec les envahisseurs trahissent la mémoire de nos martyrs et les sangs de nos héros. Les Congos résistent, le Congo ne pliera jamais. Que chaque Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'élève pour dire non à la balkanisation, non à la manipulation ethnique et non à l'occupation déguisée. La vérité est claire, le M23 est l'ombre du Rwanda et le Rwanda vient, sans s'en rendre compte, de les confirmer. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Pour le M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais, et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair. Il y a même il y a les deux cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est en charge de mettre en œuvre le Conseil des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, qui fonctionne, qui s'est déjà réuni à 3 reprises. Il y a aussi même à Doha, dernièrement, il y a eu un accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Donc le cadre là existe, on n'a pas besoin de créer d'autres cadres. Pendant ces temps, chers compatriotes, aujourd'hui, je vous raconte l'acte de bravoure d'une femme congolaise de Kalembe, territoire de Massissi, qui a fait face à l'horreur et a choisi la vie, la dignité et la défense de soi plutôt que la peur. Alors qu'un combattant du M23 AFC a voulu la violenter, elle n'a pas abandonné son sort aux mains de la violence. Par sang-froid et détermination, elle a réussi à retourner la situation, à s'emparer de l'arme de son agresseur et à l'empêcher de nuire davantage. Je dis bien que c'est une femme, pas un homme. Ce n'est pas un récit de vengeance, c'est l'histoire d'une mère, d'une sœur, d'une fille qui a dit non à la barbarie.
Face à la menace, elle a agi dans un contexte de légitime défense pour protéger sa vie et son intégrité. Son courage a mis fin à l'agression et a empêché une autre tragédie de se produire. Que chaque histoire serve d'exemple et d'appel. N'acceptez jamais l'impensable par peur. La peur est une réaction humaine, mais le courage, même modeste, peut sauver une vie et protéger une famille. Chaque Congolaise doit savoir qu'il existe de moyens de résister, d'alerter la communauté et de chercher refuge et d'appeler la justice. À l'État congolais et aux forces de sécurité, reconnaissez et protégez ces victimes, procurez une assistance médicale, accompagnement psychologique et prise en charge judiciaire. Qu'aucune femme blessée ou menacée ne soit livrée seule à son sort. Renforçons les mécanismes locaux de sécurité, des patrouilles, les refuges et les campagnes d'information pour que chaque village sache réagir et protéger ses citoyens. Aux organisations humanitaires et aux leaders communautaires, intensifiez vos efforts de prévention, d'éducation et de soutien. Toute femme qui survit à une tentative d'agression mérite respect, soin et la certitude que l'agresseur sera traduit en justice. La tolérance zéro pour les violences sexuelles doit être notre règle d'or aux hommes et aux jeunes de notre communauté. Protégez vos sœurs et vos mères. Signalez les prédateurs. Ne laissez pas la violence s'installer. La défense de la patrie commence par la protection de nos familles et de notre dignité. Que cette héroïne des Kalembe soit honorée par notre peuple. À ces temps, chers compatriotes, c'est avec une profonde consternation que nous vous apprenons en Ngouloulou, dans les territoires de Massissi toujours, un capitaine de l'armée congolaise FARDC a perdu la vie ce vendredi 31 octobre aux environs des 13 heures, abattu par son propre garde du corps. Selon des sources sécuritaires locales, il dispute aurait éclaté entre les deux hommes à propos d'une prime que les soldats accusaient son commandant d'avoir détournée. Ce qui n'était qu'un différend interne a dégénéré en drame. Les gardes du corps, emportés par la colère et l'indiscipline, a ouvert le feu à bout portant, ôtant la vie à son supérieur sur le champ. Immédiatement après les drames, la panique s'est emparée du village. La population, traumatisée par les coups de feu et l'émotion, a fui en masse. Certains cherchant refuge dans la brousse, d'autres dans les villages voisins. Ce triste événement vient encore fragiliser la paix et la confiance déjà précaire dans cette région meurtrie par la guerre. Heureusement, selon des sources militaires, le meurtrier a été neutralisé et arrêté par ses compagnons d'armes. Il est actuellement placé en détention en attendant son transfert devant la justice militaire pour répondre de cet acte ignoble. Cet incident rappelle à tous les soldats de la RDC que le port de l'uniforme n'est pas un privilège personnel, mais un engagement sacré envers la nation et son peuple. La discipline, la loyauté et le respect de la hiérarchie sont le fondement de notre armée. La colère ne doit jamais supplanter le devoir. Celui qui tire sur son commandant, c'est la République elle-même qu'il trahit. Nous rendons hommage à ces capitaines tombés au service des drapeaux. Nous saluons aussi la réaction rapide de ses frères d'armes qui ont neutralisé l'auteur de ces crimes, évitant ainsi un chaos plus grand. La justice militaire fasse son travail avec rigueur afin que de tels actes ne se répètent jamais et que cet incident serve d'avertissement. L'indiscipline est une arme ennemie, tout comme la corruption et la colère incontrôlée. La République démocratique du Congo traverse un moment difficile, mais elle ne peut permettre de voir sa propre armée se fragiliser de l'intérieur. Nous appelons donc à une réforme morale et patriotique au sein des FARDC. Que chaque soldat se souvienne que le Congo est plus grand que nos querelles personnelles. Honneur à nos forces armées, respect à nos martyrs et fermeté contre toute forme d'indiscipline. Pendant ce temps, chers compatriotes, au moins 12 civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées lors des 3 attaques attribuées aux rebelles des ADF. C'était le mardi au jeudi 30 octobre à Mulunguma et Gbado et aussi dans les carrés miniers de Pangoy à plus de 100 km de Lubero Centre. L'administrateur du territoire qui confirmait l'information précisant que les civils enlevés ont été libérés grâce à une intervention rapide de nos forces armées, de la RDC et aussi des UPDF. À Mulunguma, c'est là où les rebelles en tout cas ont pillé systématiquement les grands dispensaires qui étaient là-bas et des pharmacies et tous les produits pharmaceutiques qui étaient emportés. Il y a eu 4 personnes qui ont été tuées et ils ont emporté les civils et des vaches. C'est ce que nous dit le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero. Il a par ailleurs salué la contre-attaque lancée par les forces coalisées et FARDC UPDF. Grâce à cette intervention au village Gbado, nous sommes dans le groupement de Bapakombe. Il y a eu encore des incursions de ces terroristes ADF et les bilans étaient un peu lourds parce que ils ont tué 6 personnes, dont 5 femmes. Les terroristes ont continué. Ils ont pris la direction de Maasai le 30 octobre
octobre. C'était dans un carré minier qu'on appelle Pangoy. Là-bas, ils ont tué 2 personnes et ils ont incendié également plusieurs maisons. C'est ce qu'a poursuivi le colonel Alain Kiwewa. Dans la province sœur de l'Ituri, une nouvelle page de courage et de détermination vient d'être écrite par nos voyantes FARDC. Le mercredi, dans la région de Nyamamba, au bord du lac Albert, nos forces armées de la République ont anéanti un des principaux bastions de la milice CRP, Convention pour la Révolution populaire, un groupe armé dirigé par Thomas Lubanga Dilo, tristement connu d'ailleurs pour ses crimes passés dans cette province. L'opération méticuleusement préparée et appuyée par des bombardements aériens de précision a permis de désorganiser complètement la milice qui tentait de se reconstituer afin de lancer de nouvelles attaques contre les populations civiles et les centres de négoce de Tchomia et de Kasseni. Selon le communiqué officiel de l'armée congolaise rendu public le jeudi 30 octobre, cette offensive a été un succès total. Plusieurs miliciens ont été neutralisés, d'autres grièvement blessés et leur infrastructure de combat entièrement détruite. À l'heure actuelle, nos hommes mènent une offensive sans précédent contre la CRP au bord de lac Albert. Les dégâts dans leur camp sont considérables. Il y a des blessés, plusieurs neutralisés. Face à l'intensité des combats, ces jeunes ne peuvent plus continuer à défier la République. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant Gilles Ngongo, qui est le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Le lieutenant Ngongo a également lancé un appel fort à tous les miliciens encore cachés dans les escarpements de Montbleu. Déposez les armes. Votre combat est perdu d'avance. Votre logistique est détruite. Vos chefs politiques se sont rendus. Votre cause n'a plus de sens. La République vous tend la main. Mais si vous persistez, vous serez neutralisé ou tout simplement jugé. Cet appel est celui de la raison et du patriotisme. Car le Congo ne combat pas pour exterminer ses fils, mais pour rétablir la paix, l'ordre et la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Cette victoire de Nyamamba est un symbole fort. Aucune rébellion ne peut résister éternellement face à la détermination de la nation congolaise, unie derrière son armée. Les FARDC prouvent une fois de plus qu'elles sont le bouclier de la patrie, le rempart contre la barbarie et la division. Compatriotes, soutenons nos forces armées de la RDC dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque foyer, que le message soit clair. La RDC est en marche vers la libération totale de son territoire. Aucun groupe armé, qu'il soit manipulé par l'étranger ou né d'ambition personnelle, n'est triomphant du peuple congolais déterminé à vivre libre, mais aussi à paix. Le directeur des écoles de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Awashango Oumia Vitalo, était accompagné d'autres officiers généraux de la PNC ici au gouvernorat de l'Ituri. Après cet tête-à-tête avec le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, une nouvelle phase de recrutement a été annoncée. Je suis à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, sur instruction de monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni. C'est pour conduire une équipe, une forte délégation, dans le cadre des programmes d'appui à la résilience des communautés et par l'amélioration de la sécurité et des opportunités économiques dans les provinces de l'Ituri. Un recrutement intervenu à la suite du plaidoyer lancé par le gouvernement militaire de l'Ituri. Cette résilience, on était venu, on a dit à monsieur le gouverneur, c'était la réponse à son plaidoyer. Il a demandé que si il faut réellement renforcer les effectifs, il fallait qu'il y ait un apport extérieur, c'est-à-dire un recrutement extérieur, local, des jeunes gens pour renforcer réellement les effectifs des unités de l'Ituri. Ces mêmes recrutements se feraient également en province voisine du Nord Kivu. En ce qui concerne l'Ituri, d'autres policiers seront formés par l'Organisation internationale des migrations, OIM. La jeunesse iturienne est appelée à saisir la balle au bon pour la sécurisation de leurs sœurs et frères avec cette nouvelle opportunité. Pendant ce temps, dans la province sœur de la Chopo, alors que notre pays traverse une période critique marquée par des menaces sécuritaires de l'Est, les divisions politiques internes viennent une fois de plus de mettre à l'épreuve la stabilité de notre institution. Dans la province de la Chopo, un climat de tension s'est installé après la destitution du gouverneur Paul Lendongolia, une décision que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, vient de désapprouver avec fermeté. Et oui, dans une correspondance officielle adressée au président
président de l'Assemblée provinciale, le VPM Chabani, dénonce plusieurs irrégularités dans la procédure de destitution. Il fustige notamment une plénière tenue sans respect des principes fondamentaux du contradictoire, du droit de réponse et de la transparence et aussi de la loyauté institutionnelle. Autrement dit, cette motion de défiance a été bâclée, politisée et contraire aux règles républicaines. Le ministre rappelle que cette façon de faire viole l'esprit même de l'acte d'engagement signé en septembre dernier à l'issue d'un grand atelier national réunissant les gouverneurs et les présidents de l'Assemblée provinciale. Lors de cette rencontre, tous avaient promis de faire de la stabilité institutionnelle une priorité absolue, condition essentielle pour garantir la bonne gouvernance et soutenir les efforts nationaux dans la lutte contre l'insécurité. Mais à Tchopo, cet engagement a été piétiné et Jacome Chabani n'a pas mâché ce mot. Cette façon de faire n'est pas favorable en cette période critique où la nation demeure confrontée à une grave crise sécuritaire dans sa partie orientale. Un message fort qui résonne bien au-delà de la Tchopo. Le pays ne peut pas se permettre de s'auto-déstabiliser pendant que les ennemis de la RDC frappent à nos portes. Le VPM en appelle donc à la responsabilité morale et politique de chaque acteur institutionnel, rappelant que la division profite toujours à ceux qui veulent voir les Congos à genoux. Dans la foulée, le comité provincial de sécurité a reçu l'instruction de garantir la stabilité des institutions locales pendant que le gouverneur et président de l'Assemblée provinciale sont convoqués à Kinshasa pour une concertation d'urgence. Objectif, remettre de l'ordre et restaurer la cohésion dans la gestion des provinces, alors que les tensions institutionnelles se multiplient dans plusieurs coins du pays. Compatriotes, ce rappel du VPM, Jacome Chabani, est un signal fort, un signal d'alerte, un acte de patriotisme. La stabilité institutionnelle n'est pas un luxe politique, elle est la condition de la survie de l'État. Pendant que nos soldats versent leur sang à l'Est pour défendre les drapeaux, nos élus doivent eux aussi défendre la paix, la dignité et la cohésion de nos institutions. L'heure n'est plus aux querelles internes, ni aux luttes du pouvoir provincial. L'heure est à l'unité nationale, à la discipline politique et à la responsabilité collective. Le Congo doit rester debout, uni et fort. Et ceux qui jouent avec la stabilité de la République doivent savoir qu'ils trahissent les serments de loyauté envers notre nation. On vient de prendre part à une réunion qui a été convoquée par le VPM en charge de l'intérieur et sécurité, comme vous venez de le mentionner, et qui a porté sur les assignations ministérielles. Donc la feuille de route sur les réformes sur le climat des affaires a été validée au mois d'avril dernier et ces réformes ont été transformées en assignations ministérielles par son Excellence Madame la Première ministre auprès de 17 ministères réformateurs dont le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc à charge de ce ministère, il y a une réforme phare qui porte sur la digitalisation du processus d'octroi de visa. Et donc la réunion d'aujourd'hui, qui a été plus une réunion de prise de contact avec toutes les parties prenantes, notamment le ministère des Affaires étrangères qui, avec le ministère de l'Intérieur, est activement impliqué dans ce processus, le ministère de PTNTIC, le ministère des Finances et d'autres services étatiques. Ça a été une prise de contact qui a porté essentiellement sur les points suivants. D'abord, la nécessité de mettre en place le cadre de travail, le cadre de collaboration très rapidement, passer aux états des lieux pour pouvoir avancer par rapport aux échéances qui sont fixées, puisque l'échéance pour la mise en œuvre effective de cette réforme est fixée pour avril 2027. Donc très rapidement, comme je l'ai dit, la première étape, c'est de mettre en place le cadre de travail. C'est repris tel quel dans les assignations. Nous allons recevoir une correspondance du VPM en charge de l'intérieur de la sécurité pour la désignation des experts pour animer justement ce comité-là, donc les experts pour chaque institution et que très vite il y ait le démarrage des travaux. Face à la montée inquiétante de l'extrémisme violent en RDC, le ton n'est plus à l'indifférence. Sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous le leadership de la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tsholoka, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dirigé par le vice-premier ministre Chabani Luko Biango Jacma,
avec l'appui du Sénarèque du PNUD, organise du 3 au 6 novembre 2025 à Kinshasa les conversations nationales sur la montée de l'extrémisme violent en RDC. De Kinshasa à Ituri, de Kwilu au Kasaï, du Tanganyika au Nord Kivu, les gouverneurs des provinces, les acteurs de la société civile et les partenaires au développement se réuniront pour réfléchir, débattre et proposer des solutions concrètes face à ces fléaux qui menacent la paix et la cohésion nationale. Parce que chaque situation est unique, chaque réponse doit être adaptée. Menant une action sans précédent qui plonge le pays en plein dans l'ère de l'électrification rurale. Lancer dont l'action concrétise la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, étend par son action l'accès aux services de base aux 4 coins du pays. C'est notamment le cas dans la cité Boulongu, dans le territoire de Boulongu, province de Kwilu, où son directeur général, Cyprien Mussimar, supervise l'exécution de la construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité totale prévue de 1000 kW-crête. La première phase de ce projet s'est achevée avec la construction d'une centrale de 200 kW-crête sur le site de l'Athénée, où désormais, la période d'essai est entamée avec la connexion de premiers ménages. Oui, problème à courant. BTCP la mini banda indépendance en 1960, courant me bien augmenté vers le territoire à Boulon. Grâce au président Félix Tshisekedi, courant me comme à Boulon. Resson avec évolution me comme à la territoire. Mouinda, insécurité qui est vert, balabala nyonso clair, congélateur qui est sala, réchaud, écran 5/5. Bana yeta la télévision du jour au jour. En serre pour un nouveau jour sur la RDC. Pendant ce temps, en dehors de notre frontière, là nous parlons de la Tanzanie, Dar es Salaam, le 1er novembre 2025, la situation politique à Tanzanie s'est fortement dégradée dans les heures qui ont suivi l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. La Commission électorale nationale tanzanienne a proclamé vendredi soir la présidente sortante Samia Suluhu Hassan victorieuse avec 98% de voix. Un score qualifié de sans appel par les autorités, mais contesté par plusieurs formations d'opposition et organisations de la société civile. Peu après la publication de ces résultats, le pays a été plongé dans l'obscurité, conséquence d'une coupure totale d'électricité qui affecte l'ensemble du territoire. Dans le même temps, l'accès à Internet a été restreint, rendant difficile les communications et la circulation de l'information. Plusieurs stations de radio locales et régionales ont cessé d'émettre, accentuant la confusion et l'inquiétude de la population. Des manifestations spontanées ont éclaté dans plusieurs grandes villes, notamment à Dar es Salaam, Arusha et Mwanza, où les forces de sécurité ont procédé à des dispersions musclées. De témoins rapportent l'usage d'armes à feu et des gaz lacrymogènes, tandis que les affrontements auraient causé plusieurs morts et des blessés parmi les manifestants. Face à cette escalade, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a publié un communiqué exprimant sa profonde préoccupation quant à la situation dans le pays. Les institutions déplorent de pertes en vies humaines et de violences liées aux rassemblements électoraux. Nous appelons les forces de sécurité tanzaniennes à éviter tout recours excessif ou inutile à la force, y compris l'usage d'armes létales. Les manifestants doivent pouvoir exprimer pacifiquement leur opinion conformément aux standards internationaux des droits humains. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un porte-parole du Haut-Commissariat. L'ONU exhorte également le gouvernement tanzanien et les acteurs politiques à engager un dialogue constructif afin d'apaiser les tensions et de garantir la transparence du processus électoral. Du côté de la présidence, aucun commentaire officiel n'a encore été publié sur les coupures d'électricité et le perturbations d'Internet. Les observateurs internationaux, dont certains ont été empêchés de se déplacer librement durant les scrutins, appellent à la restauration immédiate de communication et à la protection des libertés fondamentales. Cette élection, qui devrait consolider la stabilité démocratique du pays après la transition politique initiée en 2021, risque au contraire de plonger la Tanzanie dans une crise institutionnelle et sociale si les appels au calme ne sont pas entendus. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre mission du week-end. N'oubliez pas de partager l'émission parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. À la présentation, Saint Tichisenga.